Bonjour, aujourd'hui 30 octobre, nouvelle édition de votre journal de fin de semaine. Voici les principaux titres. Le député yvelinois Jean-Frédéric Poisson était en Syrie cette semaine, un déplacement qui a fait couler beaucoup d'encre. Le président du Parti chrétien-démocrate est en plateau. Nous parlerons avec lui aussi de sa candidature à la primaire à droite pour 2017 et des élections régionales. Dernier préparatif avant Halloween, les enfants attendent l'événement. Comment bien choisir son costume? Nous sommes allés prendre conseil dans des enseignes spécialisées. Et puis, comme chaque fin de semaine, l'essentiel de l'actualité depuis lundi dans les Yvelines. Déplacement de 18 ministres au Mureaux, 10 ans après les émeutes en banlieue. Ou encore départ du centre de recherche de l'INRIA de Rocancourt. Je reçois donc Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Député des Yvelines de la 10e circonscription, celle de Rambouillet, président du Parti chrétien-démocrate, candidat également à la primaire à droite pour 2017. Vous revenez de Syrie, c'est la deuxième fois que vous vous rendez là-bas pour un échange avec le président Bachar al-Assad. François Hollande lui a coupé toute relation diplomatique avec Damas depuis le début de la guerre civile syrienne. Qu'est-ce qui vous rend légitime dans ce déplacement et qu'est-ce qui vous rend légitime surtout pour aller sur place et finalement condamner l'attitude du président français ? Ce qui me rend légitime, c'est que je suis un représentant du peuple français. Et que, à partir du moment où les intérêts de la France sont en danger, à cause de la crise en Syrie, à cause des flux ininterrompus de migrants qui viennent de cette région, et que nous ne sommes pas capables d'accueillir dans des conditions stabilisées et dignes dans notre pays, à partir du moment où les intérêts, l'influence, la présence de la France dans cette région du monde s'étiole, se délite d'une manière qu'il sera très très difficile de récupérer, je considère de mon devoir d'aller sur place d'abord comprendre ce qui est en cours, discuter avec les acteurs, puisque comme vous le disiez très justement, nous n'avons plus depuis 3 ans et demi de relations diplomatiques avec la Syrie. C'est en fait Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé qui ont cessé les relations avec cet État. Et donc, puisque les intérêts de la France sont en jeu, puisque le gouvernement semble ne pas s'en occuper, il me paraît de mon devoir, comme représentant des intérêts du peuple français, d'y aller. À l'inverse de la position du gouvernement. Mais bien entendu, recommande de ne pas s'y rendre. Le gouvernement français a parfaitement le droit de penser ce qu'il veut. D'ailleurs, il ferait mieux de penser un peu moins, de faire un peu plus. C'est ma liberté de parlementaire et de représentant du peuple que d'aller voir sur place et de dire si je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement. Et c'est le cas. Vous dites que ce déplacement n'était pas fait pour soutenir Bachar el-Assad. Malgré tout, vous avez bien le sentiment et vous vous rendez bien compte en tout cas que ça lui offre une tribune. Mais le président Assad n'a pas besoin de la visite de parlementaires étrangers pour avoir une tribune. Il est assez grand pour ça. Vous, de votre côté, vous n'avez pas le sentiment, d'être instrumentalisé non, pas du tout. Comment dire, d'ailleurs, le président Assad l'a reconnu lui-même lors de notre conversation. Il nous a dit textuellement, vous n'êtes pas là pour me soutenir politiquement ou parce que vous êtes d'accord avec moi, vous êtes là pour comprendre ce qui se passe. C'est exactement le cas. Et je ne regrette pas d'avoir effectué ce déplacement, car je sais, de sources maintenant parfaitement convaincues et directes, non seulement une autre politique est nécessaire, mais qu'elle est possible. Et quand je vois que la France s'obstine à être dans le sillage des Saoudiens, des Qataris, des Turcs, qui mènent un double, triple, quadruple jeu dans cette histoire, quand je lis, et c'est une information publique, que les seuls représentants légitimes du peuple syrien reconnus par la France et Laurent Fabius sont des gens qui disent s'il faut choisir entre Daesh et Assad, moi je choisis Daesh, eh bien je suis désolé. Le Français que je suis, député que je suis, s'il doit choisir entre Daesh et Assad, et c'est un choix, un peu difficile, malgré tout je choisis Assad et pas Daesh. Et vous avez l'impression qu'Assad s'engage vers une voie démocratique justement ? Écoutez, parce qu'on ne va pas revenir sur tout l'historique et tous les précédents, mais bon, il y a eu tout de même des attentats. Mais il y a plein de choses. Est au courant de tout ce qui se passe, la situation en Syrie, les attentats soutenus. Le régime syrien n'est pas un régime démocratique, c'est peu de le dire. C'est un régime dictatorial, c'est clair. Il a fait beaucoup de tort et beaucoup de mal dans un pays qui est cher à mon cœur, qui est le Liban. Et j'étais à Beyrouth à dîner avec des Libanais, franco-libanais, encore lundi soir, donc je vois très clair sur cette question. Je ne suis pas dans une perspective morale sur le sujet. Vous comprenez, quand il a fallu s'allier à Staline pour battre Hitler, Churchill s'est posé moins de questions. Et d'ailleurs, les Occidentaux aussi. De temps en temps, c'est malheureux, c'est déplorable, ça ne règle pas tout. De temps en temps, il faut choisir ses alliances. Et moi, je dis que entre s'allier avec des Turcs, des Saoudiens et des Qataris, qui soutiennent en réalité Al-Qaïda et les frères musulmans d'un côté, et d'un autre côté Assad qui est ce qu'il est, et sans doute un régime très dictatorial, tortionnaire même par certains degrés, mais qui combat l'État islamique et le fondamentalisme musulman,
encore une fois, mon choix est clair, il est fait, et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à mes collègues et aux Français. Depuis votre retour de Syrie, vous avez été sollicité par le gouvernement? Vous avez Pas échangé avec François Hollande? Non, sûrement pas. Est-ce que vous êtes là pour convaincre? Ah, mais vous inquiétez pas. Donc il va aussi falloir échanger avec eux. Merci de me donner aujourd'hui un moyen supplémentaire de pouvoir le faire. Et j'ai fait une tournée assez complète des médias écrits et audiovisuels depuis mon retour, même sur place déjà. Le message est parfaitement parvenu à l'Élysée. Je pense que le gouvernement français souffre du syndrome du chat en haut de l'arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus guère qu'une échelle de pompiers pour leur descendre. Il est monté tellement haut que maintenant il ne sait plus comment s'en sortir. Mais vous comprenez bien que cette diplomatie qui est étonnamment aveuglée par sa propre idéologie, ne sert pas les intérêts français. Et tant que tout le monde est en train de changer d'avis, Madame Merkel dit qu'il faut dialoguer avec Bachar al-Assad. Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, dit la même chose. Les Autrichiens le disent, les Hongrois le disent, les Italiens le murmurent. L'Égypte est en train de changer de camp et de changer d'avis. Enfin, toute la situation évolue à une vitesse extrêmement rapide. Il n'y a que la France qui reste obstinément aveuglée dans son chemin parce qu'elle estime qu'elle a raison contre tout le monde et qu'il ne faudrait pas changer d'avis. Je pense que c'est une erreur très grave. Mon rôle de parlementaire libre, c'est de dénoncer cette erreur et de proposer des alternatives. C'est ce que je suis en train de faire. On va mettre de côté cette question de politique internationale puisque vous êtes aussi en plateau pour évoquer la politique en France, à commencer par les régionales, en Ile-de-France, pourquoi pas. 16 octobre, cet article tout de même du Figaro, avec cet intitulé « Régional, le coup de gueule des chrétiens démocrates contre les républicains ». Que se passe-t-il avec vos alliés? Ah bah écoutez, c'est simple. Un peu partout en France, on nous explique qu'il faut faire passer un certain nombre de représentants des formations MODEM et parfois UDI, qui sont considérés comme des alliés plus sûrs et plus efficaces que nous ne le serions nous-mêmes sur les listes des Républicains. Je pense que c'est une erreur stratégique. Je pense que la bonne manière de procéder eût été de laisser chacun faire ses propres listes au premier tour de l'élection et bénéficier à la fois des mécaniques de report et puis, puisque les gens ont envie de se compter, bien qu'ils se comptent. Après tout, on a le droit aussi d'aller à une élection, personne ne peut en être empêché, et ensuite de nouer des alliances qui permettent des dynamiques de report de voix. Les Républicains n'ont pas fait ce choix. Donc le problème, c'est les places éligibles, on va dire. Voilà, vous voulez des places en position éligible pour le Parti chrétien-démocrate. Nous sommes un parti politique installé dans la scène publique, avec des élus partout en France. Nous avons participé à la gestion des régions, enfin participé dans l'opposition régionale, là où nous sommes dans le mandat précédent. Il est parfaitement normal que nous ayons maintenant aussi la reconnaissance de ce travail, malheureusement. Et ce coup de gueule a servi justement, puisqu'on a vu sortir les premiers noms, les premières listes sur la région, notamment Île-de-France? Moyennement, même si en Île-de-France, nous sommes parvenus à un accord avec Valérie Pécresse, dont je souhaite la victoire. D'abord parce que je pense qu'elle sera une présidente de région efficace avec le niveau de vision qui convient pour un territoire de cette importance. Je lui fais confiance aussi pour donner toute son importance à la partie rurale de l'Île-de-France, puisque vous savez que nous autres, élus ruraux, nous avons parfois du mal à nous faire entendre. De la circonscription de Rambouillet, voilà, et en particulier à Rambouillet. Et puis troisièmement, je pense qu'il est absolument indispensable de battre la gauche dont le bilan est absolument catastrophique. M. Barthelon ne s'intéresse pas à la région, il s'intéresse à lui, c'est son droit, mais on n'est pas là pour ça. Le bilan de M. Huchon est une catastrophe et ses alliés, c'est pareil. Le Front National n'a pas de solution, donc il faut que Valérie Pécresse gagne. Nous avons trouvé un accord hier qui nous donne une place raisonnable. Ne nous convainc pas tout à fait, mais ne nous convient pas parfaitement. Mais nous sommes là et nous l'aiderons à gagner parce que c'est nécessaire pour nous tous. Vous qui critiquez votre allié des Républicains dès que l'occasion se présente, en tout cas vous ne faites pas de la langue de bois, ça se traduit aussi tout de même des fois par des actes. Est-ce qu'à un moment ou un autre vous allez, pourquoi pas, quitter le sillon des Républicains? Ah mais nous ne sommes plus dans le sillon des Républicains. Le Parti chrétien-démocrate a participé il y a 14 ans à la fondation de l'UMP. En tant que personne morale, nous avons été contents de le faire puisqu'il y avait là une conjonction des différentes formations politiques de droite reconnues chacune dans leur singularité. Au moment où nous parlons, il n'y a plus de lien institutionnel entre le Parti chrétien-démocrate et les Républicains. Ceci dit, vous étiez d'accord pour des listes, pour les élections, vous allez participer, on va y venir à la primaire à droite aussi. Nous sommes alliés, nous ne sommes pas mariés, c'est toute la différence. On va faire une petite pause avec un micro-trottoir justement avant de parler de la question de la présidentielle. Que savez-vous du Parti chrétien-démocrate? Vos réponses? Pas grand-chose. C'est pas Boutin? Rien du tout. Oui, mais je les connais pas, quoi, tout simplement. Bon, je pense rien du parti, mais parce que je le connais pas, mais je pense que Christine, il faudrait qu'elle sorte un peu et qu'elle s'ouvre un peu à la population actuelle, parce que je pense qu'elle vit dans un autre monde. Chrétien-démocrate?
Je ne connais pas. J'en sais beaucoup de bien, j'en ai entendu parler, on voudrait les voir plus, on voudrait les entendre plus. Et voilà, je trouve que c'est des gens qui portent des bonnes valeurs, qui sont devenus presque méconnus, puisque être chrétien aujourd'hui, je crois que plus personne ne sait ce que ça veut dire. Je voudrais vous faire réagir tout de même, parce que dès qu'on parle, ou en tout cas dans ce micro-trottoir, ce qui ressort, c'est Parti chrétien-démocrate, Christine Boutin, qui était sa fondatrice, qui vous a précédé pour la présidence. Oui, écoutez, d'abord c'est justice, parce que Ella et j'ai avec elle fondé effectivement notre parti politique il y a 14 ans. Elle en a été, vous en étiez vice-président. J'en étais vice-président. Elle en a été la figure de proue pendant très longtemps. Elle a été candidate à l'élection présidentielle. Elle a participé au gouvernement. C'est donc normal que sa notoriété soit conséquente. Maintenant, elle a choisi de transmettre ses responsabilités comme un certain nombre de ses mandats. C'est moi qui en suis maintenant le responsable. Il y a deux bonnes nouvelles dans ce reportage. Le premier, c'est que nous avons une marge de progression très sensible dans l'opinion et que effectivement, que nous soyons peu connus, c'est un fait, je le concède bien volontiers, je le reconnais, je le sais. Maintenant, sans doute, l'élection primaire qui arrive nous donnera-t-elle l'occasion de nous présenter un peu mieux, de nous connaître un peu mieux. Est-ce qu'il y a un déficit de notoriété, malgré tout? Oui, mais bien entendu qu'il y a un déficit de notoriété. Je pense que, on le voit à peu près partout, mais je constate que partout où nous sommes implantés, c'est-à-dire dans tous les territoires en France, ou quasiment, le travail que font nos élus, les relations qu'ils arrivent à nouer ou à entretenir avec les élus d'autres formations politiques nous donnent aussi une assise qui est encore une fois peu connue mais très efficace, très solide. Le Parti chrétien-démocrate existe, même s'il existe encore de manière discrète. Mais le président que je suis est parfaitement déterminé à faire en sorte que cette discrétion prenne fin. Je l'ai dit, vous êtes candidat pour cette primaire à droite, ce sera en 2016, pour la présidentielle de 2017. L'objectif, on l'imagine, c'est d'obtenir suffisamment de voix pour peser ensuite dans l'élaboration du programme commun derrière votre candidat. On vous connaît surtout, et au Parti chrétien-démocrate aussi, pour votre opposition contre le mariage pour tous. Quelles sont les autres propositions que vous portez? Et puis, peut-être juste auparavant, sur la question du mariage pour tous, vous souhaitez son abrogation? Ah oui, je n'ai pas changé d'avis sur le sujet. Je pense que à partir du moment où nous n'abrogeons pas la loi Taubira, nous irons vers la légalisation des mères porteuses. Ce qui est, de mon point de vue, parfaitement inacceptable. Ce serait un recul de civilisation sans équivalent. Sans doute. Donc on annule les mariages qui ont déjà été célébrés? Non, c'est pas possible. L'abrogation de la loi ne veut pas dire qu'on désaffilie ceux qui sont affiliés ou qu'on démarie ceux qui sont mariés. Ça veut dire qu'on arrête de pouvoir le faire. Il y aurait là un signe symbolique, à mon avis, parfaitement important. Sur le reste, je suis en train de traiter, et nous avons commencé tout à l'heure notre conversation par ce sujet. Je suis présent sur le plan international. Nous avons travaillé dans beaucoup de sujets comme la défense, l'agriculture. J'ai moi-même beaucoup œuvré sur les questions liées au travail, à la négociation collective, aux conditions de travail. Et puis également sur le plan institutionnel, je suis à l'Assemblée nationale, le vice-président de la commission des lois, et à ce titre, nous avons également énormément de choses à dire, ce que nous avons déjà fait, mais avec le peu de notoriété qui est la nôtre, sur le champ pénal, sur le champ des prisons, sur un certain nombre d'autres sujets comme ceux-là, et sur l'emploi. Donc on a énormément de choses à porter, et le projet que je m'apprête à porter dans l'enceinte, si j'ose dire, des élections primaires, sera très complet. Et visera à rendre à la France à la fois un peu son enracinement dans sa culture judéo-chrétienne d'un côté et veillera à ce qu'elle récupère un peu de la souveraineté qui lui manque aujourd'hui. Parce que dans le micro-trottoir qu'on a entendu tout à l'heure, je ne vous ai pas fait réagir sur ça, mais il y a un auditeur, un téléspectateur qui évoquait le fait d'être chrétien, parti chrétien-démocrate, et chrétien aujourd'hui, c'est pas évident, il disait. C'est pas évident, oui et non. Je pense qu'il y a une forme d'incompréhension chez beaucoup de Français sur ce sujet. Être un parti chrétien-démocrate, ça veut dire trouver son inspiration politique dans le message qui est la philosophie chrétienne, celle qui a été déployée depuis 2000 ans dans le monde entier et premièrement en Europe et autour du bassin méditerranéen. C'est un message qui est centré sur la dignité et le respect de la personne humaine, sur la liberté, sur la nécessité que les groupes de vie humains soient constitués solides et qu'ils soient capables de rendre les personnes heureuses et épanouies. Nous ne sommes pas un parti religieux, même si notre nom pourrait faire comprendre quelque chose d'inverse. Nous sommes un parti qui dit clairement l'histoire, les traditions, la culture de la France sont d'origine judéo-chrétienne. Tant qu'elle n'aurait pas renoué avec cette histoire, cette tradition et cette culture, la sortie de la crise, je crois, ne sera pas proche.
Une dernière question, la façon dont se déroule la primaire actuellement, justement, parce que la campagne est déjà engagée, même si elle est régionale auparavant pour l'ensemble des électeurs. Il y a tout de même cette campagne des primaires qui s'engage à droite. La façon dont ça se déroule pour l'instant, ça vous satisfait? Est-ce qu'on voit que chacun... Alors Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat, mais en tout cas, on le voit de plus en plus sur un plan médiatique. Et il a fait son déplacement en Russie notamment. Alain Juppé qui est aussi actif, notamment dans le département des Yvelines, qui multiplie les réunions. Il s'est déplacé il n'y a pas très longtemps à Poissy. La façon dont ça se passe? Pour l'instant, nous n'avons pas réussi complètement à dépasser le stade de la guerre des écuries ou des chefs. On est sur les personnes, plus que sur les programmes. Absolument, sujet dont je m'écarte soigneusement. Je n'ai pas l'intention de participer à la querelle des candidats issus des Républicains entre eux. Moi, je suis sur un autre plan qui est davantage celui du projet pour notre pays, et je m'écarte soigneusement de tous ces schémas de rivalité entre les personnes qui ne sont pas mon sujet. Ensuite, il reste à régler des questions d'organisation matérielle très concrètes sur lesquelles il faut maintenant commencer à prendre des décisions. Et je partage l'avis de ceux de mes concurrents qui considèrent qu'il faudrait maintenant accélérer le mouvement pour faire en sorte que matériellement cette élection primaire se passe bien. Ça n'est pas rien d'organiser une élection comme celle-là pour tous les électeurs de France, car tous les électeurs pourront participer dans 10 000 bureaux de vote. Ça ne se prépare pas en claquant des doigts, comme on dit. Merci Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que vous êtes député des Yvelines, 10e circonscription, président du Parti chrétien-démocrate, candidat également donc pour cette primaire à droite pour la présidentielle de 2017. Le journal se poursuit à présent, comme chaque vendredi, avec l'essentiel de la semaine. Voici donc le zapping de l'info, l'essentiel de l'actualité que nous avons développé dans ce journal depuis lundi, résumé en images. Nouvelle édition de la Transat Jacques Vabre, 42 voiliers engagés dans la compétition depuis dimanche en direction du Brésil. Parmi les skippers, le Versaillais Tanguy Delamotte. C'est sa 4e participation et ce rendez-vous lui permettra de se préparer pour le prochain Vendée Globe. Ce sont 5 nouvelles mesures qui viennent désormais s'ajouter aux 60 annoncées en mars dernier lors du comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté. Lors de sa conférence de presse au Mureau ce matin, le Premier ministre a fait savoir la volonté du gouvernement de reconnaître les obstacles auxquels sont confrontés les habitants des quartiers défavorisés. Des obstacles de plusieurs natures. Je l'ai dit, difficultés sociales qui persistent. Discrimination. Parfois, ça s'appelle tout simplement du racisme. Une dizaine de sites pilotes vont bientôt expérimenter une démarche partenariale avec l'État. Annoncée le 26 octobre par le Premier ministre, la nomination de délégués du gouvernement qui travailleront en lien avec le préfet et le maire. Je pense des décisions en ce qui concerne les services extérieurs de l'État, les mises en place de financement et puis la mobilisation, si je peux dire, du partenariat qu'on a avec Pôle emploi, la Caisse d'allocation familiale, avec les différents bailleurs. C'est un projet prévu depuis 2007 qui s'est accéléré ces dernières semaines. Avant la fin du mois de janvier, l'ensemble des services de support à la recherche quitteront les locaux de l'INRIA à Rocancourt pour le site de Paris. L'objectif, rassembler étudiants et chercheurs sur le même périmètre. Nous n'avons pas du tout été associés au déroulement de l'histoire. On apprend un petit peu par hasard que l'INRIA quitte Rocancourt pour Paris. À l'époque, c'était en 2007, des promesses très importantes avaient été faites par le Conseil général à l'INRIA pour les maintenir sur place. Donc du coup, les enfants vont dessiner sur la citrouille tout ce qu'ils veulent enlever. Et du coup, on va plutôt confier aux parents les couteaux. Et là, ensuite, on va découper. Dessiner, creuser et découper, réaliser sa lanterne, un travail plus physique qu'il n'y paraît. Mobilisation à présent. Hier après-midi, une 50aine d'avocats se sont rassemblés devant le tribunal de grande instance de Versailles pour protester contre la réforme de l'aide juridictionnelle prévue par le gouvernement. Cet appel à la grève a été lancé par le Conseil de l'ordre du barreau de Versailles qui exige le retrait des mesures actuelles. Il demande au pouvoir public de procéder à une véritable réforme du financement de l'aide juridictionnelle. La manifestation de lundi répondait à quelque chose d'un peu spécifique, puisqu'il y a une dizaine de jours, il y a eu des confrères qui se sont fait molester à Lille, qui ont été traînés par terre. Un bâtonnier a été ceinturé. C'était des avocats qui manifestaient dans leur juridiction pacifiquement, paisiblement et tout à fait légalement. 90 migrants sont arrivés vendredi dernier à Triel-sur-Seine, évacués ce vendredi matin du lycée désaffecté Jean Carré à Paris. Ils ont été installés dans l'ancienne maison de retraite des Tilleuls, principalement des hommes pour la plupart originaires du Soudan. Ils sont encadrés sur place par les représentants de la Croix-Rouge française. Draperie noire,
Tapisserie façon brocart, reconstitution du grand cénotaphe et jeux de lumière, une scénographie baroque exceptionnelle pour la nouvelle exposition au château de Versailles, Le Roi est mort. J'ai trouvé ça super cool, il y avait pas mal d'émotions. Je trouve que c'est cool de faire participer des jeunes pour ça, parce que même si on n'a pas vécu la guerre, on voit tout ce qui est présent encore. Comme ça, on peut être conscient de ce qui s'est passé avant. Voilà donc pour l'essentiel de la semaine. Et puis cette semaine également, vous avez découvert sur notre antenne Nightfare. C'est le nouveau film de Julien Seri. Il était présent sur Yamakasi ou encore Scorpion. Son nouveau long métrage met en scène un chauffeur de taxi qui n'entend pas laisser partir ses clients sans payer. Il a été financé, ce film, en grande partie grâce au crowdfunding sur Internet. Et il a été tourné principalement à Saint-Quentin en Yvelines. Extrait de l'interview du réalisateur à retrouver bien évidemment en intégralité sur notre site Internet grâce au replay. C'est un film d'action, mais c'est aussi un peu un film d'auteur. Il a été tourné en seulement quelques semaines à Saint-Quentin en Yvelines. Oui, on a tourné le premier tournage a duré 3 semaines sur Saint-Quentin. Et puis 1 mois après la fin du tournage, j'ai décidé de repartir en shoot et on a retourné une petite semaine. Donc en tout, on a dû tourner 24 jours. Comment on fait pour tourner un film aussi rapidement ? Et je crois que je ne sais toujours pas comment. De toute façon, on n'avait pas le choix. Donc on avait un petit budget, on n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait évidemment respecter le planning, les délais. Et puis on a tourné au mois d'août parce qu'on savait qu'on allait mettre les enfants en vacances. Et donc il fallait qu'on finisse fin août parce que début septembre, c'est la rentrée des classes. Et ça a été facile parce qu'il y a beaucoup de cinéastes français qui ne veulent pas tourner en France, qui s'exilent un peu justement pour des problèmes d'impôts. Vous avez eu des facilités à tourner ici à Saint-Quentin-en-Yvelines ? On a eu des facilités, oui, parce que la ville nous a superbement accueillis. On a vraiment été aidés par toute la commune. Donc on n'a pas eu d'aide financière, mais on a eu une aide logistique. Et justement, qu'est-ce qui vous a plu ? Pourquoi vous avez choisi justement ce territoire pour tourner ? Alors on a choisi Saint-Quentin. En fait, Paul Mignot, l'un des coproducteurs, a grandi ici. Et sa maman vit encore ici, Chantal Mignot. Et donc un soir, Paul me dit, mais écoute, ce que tu me racontes du film, il faut que je t'emmène à Saint-Quentin. Donc on est venu en repérage une nuit. Et j'ai trouvé la ville assez incroyable visuellement, très très riche, avec des décors déjà mis en lumière. Ce qui, pour un petit budget comme moi, de ne pas avoir à rééclairer toute la ville, c'était une grande aide. Nightfare à l'affiche le 13 janvier prochain. Un mot de la programmation de nos confrères de Radio Sensation. À présent, Nicolas Kirillovitz reçoit pour son hebdo politique dimanche à 18h Pervenche Berès, député eurosocialiste d'Île-de-France. Il sera notamment question de la crise des migrants. Écoutez cet extrait. Une récente enquête menée par l'Institut Ipsos dans 7 pays européens indique que 63% des Français estiment qu'il n'est pas possible d'accueillir des émigrés supplémentaires sur le sol français. Alors ma question est simple, est-ce que les partis les plus eurosceptiques et les plus sceptiques à cet accueil, dont le Front National en France, ont gagné la bataille idéologique ? En tout cas, moi je me bats contre le mauvais vent qu'ils font souffler dans notre pays jour après jour. Simplement, ce que je crois, c'est un mauvais vent majoritaire apparemment aujourd'hui en tout cas. Pour l'instant, ils ne sont pas au pouvoir, mais je crois que c'est pire que des marchands de sommeil. Enfin, ils n'ont aucune proposition concrète ils ne font que surfer sur la peur. Ce ne sont pas des vrais démocrates. Ils ne s'adressent pas à l'intelligence des gens. La suite de cet entretien avec Pervenche Berès, eurodéputée socialiste, à retrouver sur Radio Sensation dimanche ou à retrouver aussi sur le compte YouTube de la station. Quant à nous, le journal revient lundi avec Florane Parfait. Il sera question cette semaine de l'opération Goût d'Yvelines Tourisme. Nous parlerons aussi de ce rendez-vous autour du racisme organisé par la commune de Trappes. Et puis bien sûr, l'essentiel de l'actualité locale, politique, sportive et bien évidemment culturelle. En attendant, et puisque Halloween approche, je vous propose de refermer cette édition du vendredi avec quelques conseils pour bien choisir son déguisement. Le reportage est signé Fanny Bourdillon. Excellent week-end. Sorcières, citrouilles et bonbons, ce week-end, difficile d'y échapper. Et les magasins comptent bien en profiter. Pour cette enseigne, à Montigny-le-Bretonneux, Halloween représente 30% du chiffre d'affaires annuel. On finit, la boutique est vraiment vide, quoi. C'est une campagne qui mobilise beaucoup de gens. Et les gens pensaient Halloween perdu en France, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Pour nous, pour des boutiques comme la nôtre, c'est la plus grosse campagne de l'année. Si on loupe Halloween, on rate notre année. Avec un budget moyen de 30 €, les clients de ce magasin s'arrachent cette année les lentilles de contact qui changent la couleur des yeux.
Côté déguisement, la série américaine Walking Dead a remis au goût du jour la mode des zombies. Et pour les enfants, sorcières et démons restent des grands classiques. J'ai pris un chapeau de sorcière, des dents de vampire et une jupette vampirette, je pense. C'est un peu à la mode. La grande, elle veut être vampirette, la petite sorcière, donc voilà quoi. On avait déjà acheté du rouge à lèvres noir et blanc. Et un déguisement de sorcière. Je vais mettre le chapeau de la sorcière et je vais mettre la robe. Et ensuite, je vais mettre le nez. Arrivé en France en 1999, Halloween réunit désormais toutes les tranches d'âge. Restaurateurs et boîtes de nuit se mobilisent aussi pour organiser des soirées à thème.